Et salut YouTube, bienvenue dans cette rediffusion des GOAT Awards 2021, ça va être absolument exceptionnel, n'hésitez pas à claquer un pouce et à vous abonner en replay, on attaque, le chat est extrêmement chaud, salut YouTube. Donc on va partir immédiatement sur la première catégorie, on ne perd pas de temps, et c'est donc l'espoir de l'année 2021. Alors, quels étaient les critères retenus sur cette catégorie? D'abord, c'est être un énorme crack, je pense que c'était hyper important d'être un gigantesque crack pour être sélectionné dans cette catégorie, et puis également avoir 22 ans au maximum. Alors on va commencer dans cette soirée exceptionnelle par les mentions honorables dans cette catégorie des espoirs de l'année. Alors j'ai commencé par un certain Jenson Brooksby. Alors Jenson Brooksby, c'est 21 ans, donc il est dans la catégorie de l'âge. Sa progression en 2021 a été absolument sensationnelle, il a commencé à la 310e place mondiale et il l'a fini à la 56e. Vous imaginez, une progression assez tarée. Au niveau de ses meilleurs résultats, ça a été une finale à Newport, une demi-finale à Washington et à Anvers, un US Open avec cette défaite face à Novak Djokovic, un 8e de finale donc. Mention honorable également pour Casper Ruud, 22 ans, donc il était dans le créneau. Il a commencé la saison à la 27e place mondiale, il l'a terminé à la 8e. Donc une progression assez significative, 19 places, c'est assez dur aussi hein, d'aller gratter ces dernières places au classement. 5 titres cette saison, il a participé bien sûr au Masters, 5 titres, il a remporté Genève, Bastad, Gstaad, Kitzbühel et San Diego. Donc c'était impératif, je pense, de le garder en tête. Shapovalov également dans les espoirs de l'année. On a également Brandon Nakashima qui a été dans les mentions honorables. Il n'a pas intégré le cut, les 4 espoirs de l'année. Donc il a commencé la saison à la 170e place, il a terminé à la 67e. Il a fait une finale à Los Cabos et à Atlanta et un quart de finale à Anvers. Voilà, Nakashima qu'on a vu également au Next Gen Finals. Aussi rapidement, sans rentrer dans les détails, en mention honorable, nous avons Cerundolo, Bez également, Corda, que j'ai décidé d'exclure de ce top 4, et Hugo Gaston. On a les mentions honorables, maintenant on va pouvoir passer au vote, les amis. Les 4 joueurs sélectionnés, les voici. Donc nous avons, pour commencer, Félix Auger Aliassime, qui est identifié depuis un certain temps maintenant, qui a commencé la saison à la 21e place mondiale, qui l'a terminé à la 11e. Il a mis un petit doigt de pied dans le top 10 à un moment donné, juste une petite semaine, hein, il y a c'était quoi, il y a 2 semaines, 3 semaines maintenant. Alors, F2A, dans sa saison 2021, ça a été un quart de finale à Wimb. Il a sorti Zverev, donc c'est quand même pas mal, hein, Zverev qu'on reverra d'ailleurs dans ses Awards 2021. Demi-finale à l'US Open, tranquillement. On a battu également RBA hein, sur un match assez fou. Il a montré des nouvelles facultés mentales, je trouve qu'il a bien progressé sur la dernière partie de la saison. Et on a une vraie progression. Ça travaille depuis peu avec Tony Nadal, et on sent que c'est un joueur maintenant qui a certainement passé un petit cap, je trouve, et c'est pour ça qu'il est dans les espoirs de la saison. En B, nous avons Carlos Alcaraz, obligatoire. Alors Alcaraz, il commence la saison à la 141e place mondiale, il a 18 ans, c'est un 2003 Alcaraz. 141e en début de saison, 32e là en fin de saison, donc il sera TDS à l'Australian. En résultat notable, nous avons le quart de finale à l'US Open, où donc il bat Nori, s'il vous plaît, Rinder, il bat Stefanos Tsitsipas et Gojowczyk pour aller jusqu'en quart de finale, assez impressionnant. Et puis on a donc demi à Vienne aussi, et un titre contre le GOAT, le vrai, pas les GOAT de Pacotti, Richard Gasquet. Il a remporté également le Next Gen Finals. Voilà, donc ça c'est le B. Salut aux personnes qui arrivent évidemment, installez-vous confortablement. On vient de commencer. Ensuite on a Sinner en C, obligé hein, de le choisir, le Yannick. Ça a commencé la saison à la 36e place mondiale, ça l'a terminé à la 10e place mondiale. Il est en train de jouer la Coupe Davis, le petit taquin à l'heure actuelle. Ça a 20 ans. Ça a remporté également Melbourne 1, Washington, Sofia, Anvers. Il y a même d'ailleurs un moment où sur la tournée en indoor, il était carrément injouable. Bon, ensuite on a eu un Tiafoe qui a réussi à le faire complètement dégouppillax. Et puis on a aussi une finale à Miami contre Hurkacz. J'ai bien dit Miami. Et on termine, alors là c'est un peu dur. Le 4e larron, c'était une sélection un peu brutale. Ça aurait pu être Brooksby, ça aurait pu être Nakashima, ça aurait pu être Ruud aussi, si voilà, je pense en termes de résultats c'est quand même meilleur. Mais j'ai choisi Musetti. J'ai forcé un petit peu
mon léger coup de cœur pour ce joueur, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Alors, Musetti, cette saison, c'est 129e en début de saison, 59e sur la fin de la saison, 19 ans, la musette, et en résultat probant, on a eu un 8e de finale à Roland-Garros, avec ce fameux match contre Novak Djokovic, où il mène 2-7-0, il fait 2 sets absolument exceptionnels, avant de complètement caler. Il y a également une demi à Lyon, et puis ce qui a un peu signé son arrivée sur le très très haut niveau, c'est la demi à Acapulco en début de saison, en sortant des qualifs s'il vous plaît. Et par contre on a eu un deuxième semestre un petit peu plus dur. Si vous regardez les résultats sur les dernières semaines, ça n'a pas été flamboyant, mais il me semblait quand même que sur l'équipe de la saison, je trouve que c'est un joueur qui a vraiment fait un boost, qui a progressé de 70 places, et il me semble, même si je suis d'accord avec vous, hein, il est un petit peu effacé depuis Roland-Garros, il me semblait pouvoir rentrer dans le cut. Maintenant que tout ça est dit, vous avez le sondage, n'hésitez pas à voter. A few moments later. Donc le vainqueur de l'espoir de la saison 2021, c'est donc, et sans troller, Carlos Alcaraz. Ok pour cette catégorie, on va pouvoir passer à la suite, on va pouvoir enchaîner avec la déception de l'année. Alors, la déception de l'année c'est un peu technique parce que ça dépend de votre... de vos attentes. C'est très corrélé à vos attentes, c'est-à-dire que si ce n'est pas forcément des joueurs qui vous intéressent, si vous aviez des attentes modestes par rapport à ces joueurs, ils vont pas intégrer ce classement. Donc c'est un classement qui peut être un petit peu personnel. J'ai essayé de choisir quand même 4 joueurs qui vont être représentatifs des différentes sensibilités. Alors on va commencer par les mentions honorables, mais d'abord les critères bien sûr. Avoir déçu les fans, ça c'est important. Et alors les blessures, c'est pas forcément des choses qui sont calculées, qui sont choisies, donc voilà, si vous êtes blessé, c'est pas de votre ressort, mais c'est comme ça. Vous allez voir évidemment à qui je fais référence. Et les méformes, donc des joueurs qui n'ont pas forcément réussi à maintenir un niveau de forme optimal du début à la fin de la saison, qui ont déçu à ce niveau-là, qui ont eu peut-être 1 ou 2 pics de forme, mais sinon qui ont eu du mal à performer constamment. Alors, les mentions honorables, on va commencer, et je sais que certains vont trouver ça peut-être un petit peu dur, mais par Roger Federer, qui a disputé 13 matchs cette saison. C'est peu, c'est trop peu, Roger. Voilà, c'est un peu décevant. Même si, évidemment, il faut remettre en contexte, c'est un joueur qui a 40 ans, qui maintenant est totalement en fin de carrière. On ne sait pas exactement s'il va revenir à la compétition. Là, il a dit qu'il ne jouerait pas avant Wimbledon, donc il va falloir s'armer de patience pour les fans de Roger. Et surtout, j'ai trouvé le body language. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on a un body language que j'ai trouvé notamment à Halle contre Félix Auger-Aliassime, également contre Urkacz à Wimbledon. C'est-à-dire c'est un joueur... qui a montré une certaine lassitude, tristesse de voir que son corps ne répondait pas forcément super présent, et c'est pas le Roger qu'on aime voir, voilà. Donc petite déception pour Roger, c'est pour ça qu'il est en mention honorable, qu'il n'est pas dans les 4. Il fallait le souligner. Également, Gaël Monfils dans les déceptions de l'année. Gaël qui, avant le Covid, en 2020, souvenez-vous, 3e à la race, il a 2 doigts de battre Novak Djokovic. Et puis là, en début d'année, ça a été extrêmement difficile de se remettre dedans, de se remettre dans le rythme. Il finit la saison avec 18 victoires, 17 défaites. Il a commencé la saison à la 11e place, il a terminé à la 21e place, donc on a un recul de 10 places. Et puis surtout, il a fallu attendre l'été, l'été américain, pour revoir un joueur virevoltant, et c'est pas un hasard si ça coïncide avec le retour du public. Je pense que ça a été totalement corrélé, il a dit d'ailleurs... en interview plusieurs fois. Autre mention honorable, n'hésitez pas à me donner les vôtres dans le chat, dans les commentaires également sous le player. Hugo Humbert. Hugo Humbert pour moi. On a un titre à Halle, on a un quart aux Jeux Olympiques, mais sinon on n'a rien. Regardez, je vous invite à regarder ses résultats cette année. On n'a rien. Voilà. Il n'y a rien du tout. C'est un joueur qui a commencé la saison à la 31e place, qu'il a fini à la 35e, donc il a stagné, voire un tout petit peu régressé. Il a fini la saison en total roue libre, mais vraiment en énorme roue libre. Ouais, il y a Halle qui a un 500, qui est quand même le 2e plus gros titre sur gazon, même s'il y a le Queens aussi, qui est très prestigieux, mais voilà, en préparation de Wimbledon. Mais sinon, il n'y a rien, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, donc ça c'est une déception clairement, parce qu'après les Jeux Olympiques, on pouvait se dire qu'il pouvait aller peut-être enchaîner en indoor, une surface qui lui correspond, un environnement qui lui correspond, et puis il a complètement explosé en vol. La défaite contre Andy Murray à Metz lui a fait extrêmement mal, et derrière il a eu toutes les difficultés du monde à bien finir la saison.
Donc pour moi, vraiment déception. Je le voyais très clairement, Hugo Humbert, en début de saison, dans les 25, dans les 20. Et là, en fait, il a déçu. Sinon, j'ai mis, alors ça c'est vraiment à titre personnel, j'ai mis Corentin Moutet. C'est pas pour tacler gratuitement, mais Corentin Moutet, je m'attendais peut-être à un petit peu mieux que ça. Alors il finit la saison dans les 100, il est 91e, je crois. Il a 18 victoires, 16 défaites sur la saison. Mais surtout, en fait, il fait une demi-finale à Melbourne, vous vous rappelez, en début de saison. Et après, il a jamais gagné 3 matchs dans un tournoi sur toute la saison. Voilà. Il me semble qu'il a commencé la saison à la 80e place et il la termine à la 91e. Donc Coco, c'est pas que j'avais des attentes disproportionnées, mais je m'attendais à mieux. Je m'attendais peut-être à un petit glissage dans le top 50 éventuellement, ce qui n'a pas été le cas. Donc Moutet, petite déception. Dans les 4, c'est vraiment Hugo Humbert, hein, pour moi la plus grosse déception. Alors, ça c'était les mentions honorables. Maintenant, les 4 joueurs sélectionnés, on est parti. Les voici. Les joueurs qui ont déçu en 2021, voici la liste. Nous avons Dominic Thiem en A, nous avons Rafael Nadal en B, nous avons Denis Shapovalov en C et Nick Kyrgios en D. Alors, ça a été dur de mettre un quatrième, je vous avoue. Nick Kyrgios était en balance avec d'autres joueurs. Je pensais à mettre Humbert à un moment donné. C'est Kyrgios qui a réussi à se glisser dans la petite brèche. Donc, on va prendre les joueurs les uns après les autres. On va commencer par Dominic Thiem. Ça commençait la saison à la 3e place mondiale, s'il vous plaît. 3e. J'ai fait le preview sur la chaîne, toujours disponible dans la playlist preview 2021, où j'expliquais très sérieusement face caméra que Dominic Thiem serait le prochain numéro 1 mondial et qu'il y remporterait 2 grands chelems en 2021. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Annus horribilis, blessure, dépression, les dauphins, les sacs plastiques dans l'océan, c'est important. Sa carrière d'Instagrammeur, c'est important aussi. Mais voilà, continuer sur son ascension, ça aurait été peut-être un petit peu mieux. Et il nous a vraiment déçus. Alors, il a joué 19 matchs cette saison. 9 victoires, 10 défaites. Les plantes vertes également, vous l'avez. Donc 9 victoires, 10 défaites. On a un 8ème à l'Open Australie, il est complètement détruit par Dimitrov, il est livide, il est blanc, il est à moitié malade, on sait pas ce qui se passe. Alors, il y a une petite oasis dans le désert, c'est la demi-finale à Madrid. Mais sinon, voilà, il s'est reblessé par la suite, il y a eu des problèmes avec son staff aussi, qu'il a mal conseillé manifestement pour sa récupération. Bref, une année de MERDE, comme on dit. Ensuite, nous avons Rafa. Alors, est-ce que Rafa est vraiment une déception pour vous, dans le chat? Ça vous a déçu? Ou est-ce que vous vous attendiez à... De toute façon, maintenant, à son âge... c'est inévitable que son niveau baisse. Est-ce que c'est une déception pour vous? Pour moi, en tout cas, oui, ça a été une déception. Il commence numéro 2 mondial en 2021, il termine 6ème, bon ça c'est accessoire à la limite, on s'en fout. Il a disputé 7 tournois au total en 2021, 5 sur terre battue. Alors, il y a un bon tournoi cette saison, c'est à Rome. À Rome, il fait un très très bon tournoi, il est un peu en... Voilà, il veut se venger du tournoi de Madrid où il tombe sur Zverev, vous vous en souvenez. Il bat Sinner à domicile, il bat Chapeau, en sauvant 2 balles de match, si je dis pas de bêtises. Il bat le Z, en revanche. Il bat Opelka en demi, et il bat Novak en finale. Donc c'est clairement son plus beau tournoi de la saison, Rome. Il y a Barcelone aussi, hein, qui le remporte, mais à Barcelone, moi je l'ai trouvé laborieux contre Ivashka, et contre Nishikori aussi. Je l'ai trouvé un peu en dessous. Voilà, il finit par avancer, et même contre Tsitsipas, bon, Tsitsipas revient dans le 3ème, et c'est une victoire, c'est un 500, mais à mon sens, c'est vraiment Rome le plus symbolique, c'est sa plus belle victoire. Et on a un quart de finale à l'Open d'Australie. Un quart de finale dont on va reparler, je pense, d'ici quelques minutes dans ce replay. Et on a cette défaite contre Stefanos. Il mène 2-7-0. Il les remporte assez facilement, je crois que c'est 2-3 ou 3-2. Il y a un tie-break dans le 3ème set, et là, le reste appartient à l'histoire, hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de fautes directes, il donne le tie-break, hein, vraiment, avec le smash, le fameux smash qui est raté. Et on y reviendra parce qu'on va en reparler, hein, dans cette vidéo. Le 5ème aussi, où à la fin il choque complètement. Donc moins flamboyant, moins tranchant sur les points décisifs. Et cette défaite contre Steph à l'Open Australie, elle est un peu symbolique, symptomatique de Rafa, de sa saison, de sa moitié de saison, parce qu'au final il a pas beaucoup joué, hein, mais il revient à Washington,
le pied ça va toujours pas, il finit par tirer un trait sur sa saison, donc voilà, sale année pour Rafa. Est-ce qu'il va réussir à revenir en 2022? Ça, on aura le temps de revenir là-dessus prochainement. On enchaîne avec Shapovalov. Chapeau, 22 ans. Il a commencé la saison 12e, il la termine 14e. Alors son ratio c'est 30 wins, 23 défaites, donc c'est moyen, assez moyen, je m'attendais à mieux. On a en performance notable une demi-finale à Wimb et à Dubaï, et on a une finale à Genève et à Stockholm. Voilà. Alors, perso, je suis ultra frustré de Denis Shapovalov, de son évolution. J'ai l'impression que c'est un poulet sans tête, il n'y a pas de plan tactique, ça fait que des hot shots, et il a dit en fin de saison, hein, il a dit « J'arrive pas à gagner en jouant mal, je n'arrive pas. Quand je vais sur un cours de tennis, c'est pour prendre du plaisir, c'est pour jouer beau, et j'arrive pas à gagner en jouant mal. » Et quand vous avez ce type de confession, bah, c'est très très difficile de vous dire qu'il va pouvoir progresser parce que vous êtes obligé dans des tournois nécessairement de jouer mal sur certains matchs. Et il faut réussir à les remporter parce que vous pouvez pas toujours jouer d'une manière flamboyante. Alors il y a son match un peu iconique de cette saison en demi-finale contre Novak à Wimbledon, où il est au-dessus une bonne partie du match, il prend 3-0. Et ça, voilà, je pense que c'est la définition de Denis Shapovalov, en tout cas à certaines hauteurs. Alors, déception pour moi parce que j'en attends beaucoup. Je pense que c'est un joueur qui est hyper important dans l'écosystème tennistique, comme d'ailleurs Dominic Thiem. Et on a besoin de ce joueur dans les 10 prochaines années. Il faut que ce joueur soit un top 10. Alors, il ne faut pas non plus qu'il porte une pression inutile, mais... Ah là, il a une flamboyance, il a un truc un peu, je suis d'accord, Antarctica, un peu à la Musetti, c'est-à-dire c'est un joueur qui est un peu fragile mais qui est capable de fulgurance, même si Musetti au final c'est un bon grinder défensif. Hein. Il n'y a pas que les flamboyances et les revers longs lignes hein. Chez Musetti, on a vu que c'était aussi un joueur qui était capable de bien tenir la balle et de bien travailler ses coups. On termine par Kyrgios. Kyrgios, ça commence la saison 46e mondiale, ça la termine à la 92e place. Il a joué 15 matchs, il en a remporté 7. Notablement, un 3e tour à l'Open Australie à Wimbledon. Il se blesse à Wimbledon. Et maintenant, c'est un joueur qui n'existe plus qu'à travers ses podcasts, à travers ses sorties, à travers ses leçons de vie, ses leçons de morale. Il parle déjà de retraite. Pour un joueur qui a certainement l'un des 15-20 joueurs les plus talentueux du circuit. Je pense qu'on peut le dire comme ça. La fourchette est large, je vous laisse déterminer si elle est précise ou non. Kyrgios qui passe complètement à côté de sa carrière. Alors bon, oui c'est ça, c'est Ben Arfa. T'as tout résumé. Kyrgios c'est Ben Arfa, c'est exactement ça. Donc, encore une fois, tout dépend de votre attente. Moi c'est un joueur sur lequel j'avais pas forcément d'attente disproportionnée en 2021, mais ça reste quand même une déception assez forte de mon côté, et surtout, tu vois, l'évolution de sa saison, son classement, son désintérêt pour le tennis, sa désinvolture, c'est assez dur. Ça aurait pu être, on est d'accord, Hugo Humbert à sa place. Alors, le sondage est lancé dans le chat, n'hésitez pas à voter, vous avez 2 minutes précisément top chrono pour voter. A few moments later. Le vainqueur de ce sondage est donc Denis Shapovalov, la déception de l'année 2021 selon la communauté des GOAT. Et oui, on enchaîne avec le match de l'année, 3e catégorie déjà, ça avance vite. Alors là ça a été une tannée, je vous explique pas, pour choisir les matchs de l'année, ça a été dur, oh que ça a été dur. Alors, il a fallu rester sur 4 matchs. Donc là vous allez forcément grincer des dents, je pense certains d'entre vous. Alors les critères, il faut que ce soit épique et mémorable. Alors, souvent on dit il y a un avantage sur les finales, sur les demi-finales. Vous allez voir dans ma sélection. Alors dans ma sélection il n'y a pas de finale. Dans la sélection, dans les 4, il n'y a pas de finale. Voilà. En mention honorable, j'ai le Ruud Fokina, bien sûr, à Roland-Garros. Un match absolument énorme en termes d'ambiance, ça nous avait régalé. L'un des matchs les plus sympas à Roland-Garros cette année. On a également le Tsitsipas Murray, qui n'a pas passé le cut à l'US Open. Vous imaginez ? Le Tsitsipas Murray, il est out. Ça ne passe pas. Également, qui n'est pas dans le cut, la finale de Barcelone, Tsitsipas Nadal, une finale très mouvementée hein, qui avait duré plus de 3 heures des brouettes. J'ai pas le nombre de minutes exact, mais 3h30,
quelque chose comme ça. Karatsev Djokovic à Belgrade n'a pas passé le cut. C'est le match où Karatsev sauve 23 balles de break. Humbert Kyrgios à Wimbledon, mention honorable également. Djokovic Medvedev à Paris n'a pas passé le cut. Et le Djokovic Nadal, la finale de Rome, n'a pas non plus passé le cut. Alors qu'est-ce que j'ai gardé dans cette sélection? Eh bien, voici la sélection. Le premier match que j'ai choisi de garder, c'est le Nadal Djokovic à Roland-Garros en demi-finale. Un match qui a été sensationnel. Alors, c'est 4-7. Il y a eu 3-6, 6-3, 7-6, 6-2. Et le troisième set a duré 1h37. 1h37, 97 minutes. Incroyable. Novak a dit que c'était son plus grand match à Roland-Garros de sa carrière. Donc ça vous situe la performance. Novak a remporté 2 fois Roland-Garros, mais a disputé un nombre de matchs de qualité assez élevé. Il a dit « c'est mon plus grand match de ma vie, de ma carrière ». Ça s'est disputé aussi dans des conditions très particulières. Souvenez-vous, ça s'est disputé devant 5000 personnes. On a, au début, on était parti sur évacuer les spectateurs, et puis finalement les spectateurs ont pu rester avec une exception donnée par le gouvernement. Et donc on a dans ce match quelque chose d'un peu final, d'un peu définitif, avec Rafa qui termine blessé dans le 4e set, et ce combat de titan dans le 3e, ce bras de fer monumental. Je me souviens, j'étais sur Twitter et on est... Parce que là maintenant, je pense qu'on est fin 2021 et on a un peu oublié le tennis de 2020, sans public, etc. Là on était encore un peu dans cette entre-deux. Et c'est un match qui a vraiment marqué, je trouve, cette année 2021. Le niveau de jeu n'a pas été sensationnel du début à la fin, attention, hein. Mais le 3e set, je pense que c'est un set qui restera dans leur rivalité. Rivalité mythique. Mais ouais, ce 3e set, pour moi, c'est un énorme moment de sport dans cette saison 2021. Je vais en profiter pour m'hydrater, effectivement, après ce petit laïus. Merci pour les gorgées de flotte. On enchaîne avec le 2e match. Et ce 2e match, c'est Tsitsipas contre Alcaraz. Vous voyez Alcaraz un peu plus petit que Stefanos. C'est un 3e tour à l'US Open. Le score 6-3, 4-6, 7-6, 0-6, 7-6. C'est un match qu'on a couvert ensemble sur Twitch du début à la fin. 4h06 de jeu et 60 coups gagnants pour Alcaraz. C'est l'acte de naissance de Carlos Alcaraz sur la scène tennistique mondiale. Des émotions dans tous les sens. L'artillerie lourde d'Alcaraz, clairement. Je criais, moi j'étais avec vous, on se mettait des claques pour rester éveillé, on n'en pouvait plus, c'était incroyable. Pas du tout, c'était les gifles d'Alcaraz qui nous réveillaient, vraiment impressionnant ce qu'il a sorti. Énorme maturité, tennistique. Vous savez, chez les très grands champions, il y a ces premiers matchs. Ces premiers matchs qui vous font dire ah tiens, ce gars-là ou cette fille-là, ça va devenir du sérieux, ça va être très très costaud. Eh bien, Carlos Alcaraz, c'est peut-être ce match-là, c'est même sûrement ce match-là en fait, qui l'a mis sur la carte et qui a fait d'ailleurs de lui l'espoir de la saison selon vous. Ensuite, on enchaîne avec un match aussi symbole, je trouve. Alors vous remarquez, hein, on a 2 fois Tsitsipas et on a 2 fois Rafa, dans ma sélection en tout cas. Stefanos, je trouve, c'est un générateur de matchs frissons. Et justement, un autre match frisson, c'était à l'Open d'Australie en quart de finale, avec un score final donc 3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5, la remontada de Steph. Avec, donc, je vous ai parlé de ce match il y a quelques minutes maintenant, le tie-break qui est choke de la part de Nadal, et puis on a un break blanc dans la fin du 5e, 4 fautes directes consécutives pour Nadal qui donne complètement le match à la fin. Voilà, un match aussi... Un match important pour Stefanos, qui affronte ensuite Daniil. Est-ce que c'est un match qui vous a marqué vous personnellement? Ou pas? Alors si vous êtes fan de Stefanos, bien sûr. Si vous êtes fan de Rafa, vous préférez l'oublier. Le dernier match, c'est Kyrgios Humbert, l'Open d'Australie, un 2e tour. Le score 5-7, 6-4, 3-6, 7-6, 6-4. Il y a 2 balles de match pour Humbert dans le 2e set, dans le 4e set, n'importe quoi. Et en fait, pourquoi j'ai choisi ce match? Parce que début 2021, on n'avait pas encore revécu des ambiances tennistiques incroyables. Et dans ce match, on a eu tout le public australien qui a porté à bout de bras Nick Kyrgios, qui s'est un peu... Vous savez, il a une relation particulière avec la presse australienne
et une partie du public global, hein, pas que australien. Et sur ce match, en fait, il y a eu ce qu'on aime dans le tennis, c'est-à-dire une frénésie, une électricité. Il a été porté. C'est un des plus beaux matchs de l'année pour moi, hein, vraiment. C'est un match totalement exceptionnel, épique. Alors, ils se sont rejoués effectivement à Wimbledon, hein, et les deux matchs sont incroyables. J'ai décidé de retenir celui-là parce que il me semblait. Voilà, on a renoué avec une certaine idée du tennis avec ce match, je trouve, en début de saison, avec l'importance du public qui est capitale dans ce sport. Et on s'en est rendu compte énormément en 2020, même si maintenant ça nous paraît un peu loin. Je pense que c'est un des thèmes de la saison 2021, c'est ça, c'est le public qui revient et qui a un impact très très fort, très puissant sur le déroulé des matchs. Allez, je vous laisse voter, on est parti. A few moments later. Ça va être une victoire donc de Nadal Djokovic. Je suis complètement d'accord avec votre vote, hein. J'aurais voté ça aussi. Si j'en avais les moyens, c'est le match de la saison. Alors, c'est pas un match, je me répète, c'est pas un match fantastique du début à la fin. Et quelque part, on a eu des très bons matchs, mais on n'a pas eu beaucoup de matchs mythiques, je trouve, en 2021. On n'a pas eu de matchs, je pense, dont on se souviendra dans plusieurs années, à part celui-là. Celui-là, vraiment, on va s'en souvenir. Les autres, même les trois autres, hein, ce sera pour nous, ce sera pour les fans de tennis, mais le Nadal Djokovic a clairement passé un cap à ce niveau-là, et c'est un match all-time, même si le niveau a pu être sinusoïdal de temps en temps. Donc le vote est terminé, vous avez donc choisi la réponse A, Novak Djokovic face à Rafael Nadal, et puis Novak qui va remporter Roland Garros, qui va ensuite remporter Wimbledon, et faire le petit chelem dans cette saison absolument exceptionnelle. On enchaîne, nous sommes à mi-parcours, et on va donc parler de la progression de l'année. Alors, en basket, nous avons le MIP, je ne sais pas si vous suivez le basket et les différents votes, le Most Improved Player, et donc c'est un joueur qui a vachement progressé d'une saison à l'autre. Alors les critères, attention, les critères sont un peu précis. C'est-à-dire que si vous êtes jeune, vous progressez, c'est normal. La progression pour un joueur de 20 ans ou de 21 ans, elle est attendue. Mais pour certains joueurs, c'est beaucoup plus subtil. Donc les critères, la progression au classement, ça c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est l'âge et le côté improbable. Donc là, vous commencez à me voir venir. L'âge, le côté improbable. Mention honorable pour Nakashima. Nakashima qui a commencé 170e, qui finit 67e. Mention honorable également pour Casper Ruud. Et non, Casper Ruud n'a pas intégré la progression de l'année. Je suis désolé. Mais c'est comme ça. On n'aura pas de Casper Ruud. On n'aura pas non plus de Yannick Sinner. Yannick Sinner qui ne passe pas le cut. Hugo Gaston non plus. Alors que Hugo Gaston fait 161 en début de saison, 66e à la fin. Ah non, il n'y a pas de Casper Ruud. Ben, vous pourrez... Voilà, il y a un cahier de doléances après. Ah, le chat est choqué, profondément choqué. Pas de Sébastien Baez non plus, qui commence la saison 308e et qui l'a fini dans le top 100. Il est 97e là, alors je vous parle. Voilà pour les mentions honorables. Pas non plus de Cameron Norrie. Eh ouais, ça a été dur, hein, vous allez voir. Ça a été dur. Mais c'est sûrement la catégorie dans laquelle j'ai le plus galéré parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont progressé cette saison. Et pour en garder 4, ça a été vraiment une petite tannée. Allez, je vous montre, je sens que vous êtes curieux, je vous montre les 4 joueurs qui ont été retenus dans la progression de la saison 2021. Et on va commencer par Botic Van de Zandschulp, bien sûr. Ensuite, on a Carlos Alcaraz, on a Jenson Brooksby et on a Aslan Karatsev. Voilà, les 4 joueurs que j'ai choisis dans la meilleure progression de la saison 2021. Commençons par Botic. Alors, pourquoi je l'ai choisi? Parce que 26 ans. Et surtout, c'est un joueur qui est pro depuis 8 ans. Et c'était un joueur de challenger et de futur jusque cette saison. C'est absolument incroyable ce qu'il a réussi à réaliser. Il a commencé la saison 156e, il a terminé à la 57e place. Il commence par un quart de finale à Melbourne 1, et puis un US Open de folie, hein. Quart de finale, il sort des qualifications, il remporte 7 matchs pour arriver jusqu'en quart de finale. Donc complètement incroyable. Il fait également une demi à Saint-Pétersbourg après, donc c'était là à l'automne.
VDZ, alors Botic, le style, le gars de 26 ans qui sort de nulle part, qui a grindé comme Jaja, sa victoire contre Schwartzman. J'avais fait une vidéo là-dessus sur la chaîne qui représentait genre la moitié de son prize s'il remportait ce match. Enfin, c'est complètement incroyable. Botic, clairement, un des MIP de la saison à mon sens. Encore une fois, ça a été difficile de sélectionner parfois. Ensuite, on a Carlos Alcaraz. On a déjà développé des visées sur le joueur. Je rappelle la progression classement, 141e en début de saison, 32e maintenant, simplement 18 ans, et c'est certainement le phénomène de la saison 2021 pour les fans de tennis. Ensuite, on a Jenson Brooksby. Alors, Brooksby, 21 ans, et ce style, un peu à la Florian Mayer, le petit slice à deux mains, et un joueur très atypique. Là, il y a quelque chose d'un peu étrange avec sa technique, avec sa façon de jouer, mais une progression incroyable. 310e en début de saison, 56e pour la finir, finale à Newport, ça j'ai déjà dit, demi à Washington, à Anvers, 8e à l'US Open, il prend un set à Novak. Et donc voilà, ce style, cette progression fulgurante, un côté un peu filou, malin, et un joueur, je trouve, super chouette à regarder, différent des autres. Dernier joueur, Aslan Karatsev. Alors, Aslan Karatsev, c'est une dinguerie. C'est un joueur qui a 28 ans. Donc, 28 ans, vous êtes... Bon, ça dépend de l'époque. À une certaine époque, vous étiez en fin de carrière. Maintenant, vous avez encore peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans de carrière. Il commence la saison à la 112e place, mais je vais même aller plus loin que ça. Début 2020, il est 292e mondial. C'est un joueur qui est connu dans le milieu pour être un peu un match fixeur, c'est-à-dire un joueur qui a tendance peut-être à se coucher. Bon, il n'y a pas de preuves totalement avérées, mais il a cette réputation-là en tout cas. Et donc, 112e en début de saison, 18e pour la terminer. Il y a cette demi-finale à l'Australienne qui sort de nulle part, qui est complètement incroyable. Mais il n'y a pas que ça. Il va gagner Dubaï et Moscou. Dans sa saison, il remporte 37 matchs avec 20 défaites. Et vraiment... exceptionnel, quoi. Vraiment, le mec qui sort de nulle part. La définition du Most Improved Player. Alors, je vois que certaines personnes sont un petit peu déçues qu'il n'y ait pas Norrie. Je peux le comprendre. Norrie, c'est clair qu'il aurait pu rentrer dans le cut. Alors, vous l'aurez mis à la place de qui? C'est ça le truc aussi? Ça a été un peu dur. À la place de Botic? Peut-être? Ouais, voilà, Alex, qui l'aurait mis à la place de Botic, je pense. Bon, ça a été un arbitrage qui a été difficile à faire, dans tous les cas. Mais on reparlera de Norrie. Également, oui, en mention honorable, Rinderknecht. Dorvek. Tu fais bien de le signaler. Donc, on va envoyer le petit vote que je n'ai pas préparé, malheur à moi. A few moments later. Voilà, c'est gravé dans le marbre. Et donc, c'est Aslan Karatsev qui remporte cette catégorie. Donc, c'est la meilleure progression de la saison. Pour une fois, non. Depuis le début, on est en phase. Alors, on va voir si ça change. Oui, il y avait Tommy Paul aussi, effectivement. 5e catégorie. Nous sommes sur le joueur de l'année, de la saison, le meilleur joueur de la saison 2021. Et là, ça va être extrêmement dur à choisir. Je rigole. Donc, on va le faire quand même. Mais en critère, le nombre de titres, l'impact global sur la saison. Voilà. Et le classement final, bien sûr. Si vous êtes numéro 1 mondial, il y a des chances que vous ayez fait une bonne saison. À moins de, je sais pas, à moins d'une gigantesque carotte. Mention honorable. Aslan Karatsev, voilà, je trouve, c'est l'un des tubes de la saison 2021. Carlos Alcaraz aussi, voilà, je l'ai mis en mention honorable, certainement l'un des joueurs de la saison, de l'année. Richard Gasquet, alors pourquoi Richard Gasquet? Parce que, il a dit dans l'équipe, s'il vous plaît, il y a quelques jours, c'est certainement ma meilleure saison. Donc quand Richard Gasquet dit c'est certainement ma meilleure saison, c'est que il est dans les joueurs de l'année, sinon je ne comprends plus rien. Pas de Cameron Norrie non plus dans les 4, bien sûr. Allez, on est parti. Je vous montre les petites têtes des joueurs. Oui, il a vraiment dit ça, c'est un what the fuck total. Les 4 joueurs sélectionnés sont donc Daniil Medvedev dans la position du saumon. Ensuite, on a Alexander Zverev qui a été sélectionné. Nous avons Stefanos Tsitsipas qui est en train de nous faire du boudin. Et c'est qui à droite là? Novak Djokovic? C'est ça, Novak Djokovic qui est en train d'embrasser la coupe des mousquetaires. Novak Djokovic qui remporte donc
on fait un petit total 5 titres, l'Open Australie, Belgrade 2, Roland Garros, Wimbledon, Paris-Bercy. Sa 7e saison en tant que numéro 1 mondial. Voilà, ça vous cale le bonhomme. 52 victoires, 7 défaites. J'ai commencé par Novak, on va repartir sur Daniil. Daniil qui a remporté 4 titres cette saison à Marseille, à Majorque, à Toronto, à l'US Open, qui a fait 3 finales à l'Open Australie, à Paris et au Masters. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal comme saison, regardez, hein. Il a fait une énorme saison. Et il a fait donc 58 victoires, 12 défaites, le Daniil. Ensuite, nous avons la saucisse Zverev, 6 titres. Donc parmi les 4, hein, c'est celui qui a remporté le plus de titres. Acapulco, Madrid, les Jeux Olympiques, Cincinnati, Vienne, le Masters. Sachant, c'est 6 finales, 6 titres. Voilà, le mec n'a pas perdu en finale cette saison. Peut-être sa meilleure saison. 2017, c'était vraiment une très très belle saison pour lui. 2021 aussi. Voilà. Zverev, 59 victoires, 15 défaites au total sur la saison. Et puis, le 4e, voilà, c'était un peu qui je vais mettre. Est-ce que je mets Cameron Norrie? Est-ce que je fais un troll? J'ai choisi Tsitsipas. Car c'est celui, c'est le 4e, hein, littéralement, donc certaines personnes vont peut-être voter pour lui. Mais en tout cas, 2 titres, Monaco, Lyon, 3 finales, Acapulco, Barcelone, Roland Garros, un sublime premier semestre. Et puis, patatras. Patatras pour Tsitsipas, qui a fait une deuxième partie de saison, pas du tout sur les standards d'un joueur d'élite plus, comme il l'est. On a des grands matchs aussi, on a des matchs contre Nadal, Barcelone, Open Australie, on a Alcaraz, bien sûr, il a animé l'US Open, contre Murray aussi, et contre Novak en finale de Roland Garros, qui était un match qui a beaucoup marqué les esprits, parfois d'une bonne façon, parfois d'une mauvaise façon. Où est Roger? Pour l'instant, il est dans son lit. 55 victoires, 19 défaites pour Stefanos, qui intègre ce panel des joueurs de la saison, et du coup, en partant là-dessus, j'espère que j'ai oublié personne. Je vais vous laisser, encore une fois, voter. A few moments later. Novak qui remporte, je pense, hein, à moins qu'il y ait une armée de trolls qui arrive. Mais on est bon pour Novak. Novak ne m'a pas convaincu. Moi non plus. Non, je plaisante, hein, bien sûr. Saison all-time de Novak, certainement une de ses meilleures saisons. Donc dans l'ordre, pour moi, c'est D. Ah, c'est dur. Hein. Oh, c'est dur. C'est dur. D... Putain, c'est hyper dur. Vous mettez quoi, vous? Est-ce que vous pouvez me donner votre ordre dans le chat? Et dans les commentaires d'ailleurs YouTube. Est-ce que c'est DBAC ou est-ce que c'est DABC? C'est hyper dur. Hein. Parce que la saison de Zverev, elle est exceptionnelle aussi. Hein. Alors, il n'y a pas le Grand Chelem. Ça se joue certainement sur le Grand Chelem. DABC. Ouais, on va garder le Grand Chelem, quoi. Deuxième partie de saison compliquée pour Djoko. Ouais, finale à l'US Open, titre à Paris. Bon, il se prend une merguez au Masters, mais ça va quand même. Je pense que c'est... vous imaginez, vous faites juste une finale à l'US Open et titre à Paris. Pour certains joueurs, c'est une grande saison déjà. Et puis il avait remporté 3 grands chelems avant, donc... Mais oui, il y a des petits accros, mais c'est normal, hein, on peut pas tout gagner. Accro aux Jeux Olympiques, en finale de l'US Open, mais globalement c'est une saison qui est juste stratosphérique, hein, pour Novak. Daniil, à part la finale, il a pas vraiment forcé à l'US, c'est ce qui me laisse mitigé par rapport à Zverev. En tout cas, il y a une petite discussion. Je pense que le titre à l'US fait quand même passer Daniil devant Sacha, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas débat, comme on dit. C'est Novak Djokovic qui remporte ce titre de joueur de la saison 2021 selon les GOAT, et je pense que c'est quand même assez mérité. Dernière catégorie, c'est la plus belle, c'est celle où on va s'étendre pendant des heures et des heures. Le GOAT de l'année. Le GOAT de la saison. Alors, qu'est-ce que c'est le GOAT de la saison? C'est le joueur, c'est le coup de cœur de la commu. C'est le joueur qui a fait frissonner toute la communauté pendant les lives Twitch de cette saison. Et Dieu sait qu'on en a fait. Eh oui, on en a fait des beaux, hein. Il y en a eu des magnifiques, on en a fait à l'US Open, à Roland Garros, à Wimbledon, sur les Master 1000, sur les 500. Magnifique. Ah, on a fait des belles choses. Alors, mention honorable. D'abord les critères. Coup de cœur de la commu. Alors, si vous avez un nom amusant,
et que vous avez une pilosité un peu sympathique, vous avez des points supplémentaires. Ça c'est clair. La pilosité c'est hyper important. Donc notamment Steve Johnson, énorme. La moustache, là vous êtes incroyable. Mention honorable pour Milos Raonic aussi. Zizou Bergs, mention honorable. Mention honorable pour Milos Raonic. Alors pourquoi mention honorable? Parce que on l'a pas beaucoup vu. J'étais obligé de la faire celle-là. Ensuite, Benjamin Bonzi. Ben Bonzi, je sais pas, moi ça m'éclate. JJ Wolf. JJ Wolf, mention honorable, bien sûr, incroyable. Tommy Paul, dans la mention également. Jordan Thompson, bien sûr, hein, le semeur australien. Lloyd Harris, aussi dans les mentions honorables, j'ai trouvé. Lloyd Harris, qui est un peu le Titi Pass de Wish. C'est le Titi Pass de contrefaçon. Vous savez, vous achetez Titi Pass et on vous livre Lloyd Harris. Vous n'êtes pas forcément mécontent, hein, mais c'est pas exactement la bonne version, quoi. C'est une version un peu trafiquée. Rayleigh Opelka, dans les mentions honorables, parce que les 13 minutes de pause pipi, parce que le sac rose sur la galerie d'art flamande, Rayleigh, quoi. Rayleigh, avec son menton en avant, mais le mec il a l'air super intelligent, enfin c'est voilà, une collection de contrastes pour Rayleigh Opelka, un géant avec un cœur tendre, et c'est pour ça qu'il est l'un des GOAT de l'année, dans les mentions honorables, attention, il a pas passé le cut. Alors, nous y sommes, et voilà, c'est avec des trémolos dans la voix hein, que je vous annonce les 4 joueurs qui sont dans la catégorie GOAT de la saison 2021, et nous avons donc Cameron Norrie bien sûr, car il a tant marqué la communauté des GOAT sur cette saison. Nous avons Andy Murray qui est dans les GOAT de la saison. Richard Gasquet, obligé. Richard, en fait, il a sa place jusqu'à sa mort, en fait. Hein. Voilà. Et pour terminer, Hugo Gaston. Et donc là, c'est le choix le plus difficile. Je vous ai demandé de voter sérieusement sur les premières catégories, les 5 premières. Pour la dernière, lâchez-vous. S'il vous plaît, lâchez-vous. Que ce soit dans le chat, que ce soit dans vos votes, faites n'importe quoi. Sortez votre attirail de troll. Alors, on va quand même parler un peu sérieusement. Je vais donner des arguments pour les uns et pour les autres. Norrie, futur numéro 1 mondial. En tout cas, c'est ce qu'il a annoncé. Voilà, donc numéro 1 mondial, on imagine, dès le premier semestre 2022. La crème solaire, imparable. Alors, sur le bout du nez, sur les ailettes. Et regardez sa façon de frapper son revers avec cette langue pendue, un peu pincée avec les dents. Il y a une élégance, il y a un charisme. Son charisme est irradiant, pénétrant, si je peux me permettre. Il y a un truc, il y a une beauté, à tous les niveaux. Que dire d'autre? Un jeu qui est explosif, qui est plein de panache. C'est un joueur qui chip and charge, qui monte au filet, qui fait des roucoulettes, des slices inversés. Il y a tout. Des services inversés. Voilà. Juste incroyable. Ce joueur, c'est un des GOAT de la saison. Ensuite, nous avons Andy Murray, que je surnomme Titan Man. Titan Man qui est en train de gueuler, c'est son habitude. Alors, Andy Murray, il a un petit souci, c'est que quand il commence un match, voilà, il faut bloquer 4 heures. Le mec, il va durer 4 heures. Tous ces matchs durent une éternité. Vous avez le temps de regarder la trilogie du parrain, il n'a pas encore fini son match. Alors, il y a un truc avec Andy, c'est que c'est un peu douloureux à regarder, quoi. C'est un peu... J'ai l'impression de regarder, vous savez, dans les films, quand quelqu'un se fait opérer de la rate, ou une opération à cœur ouvert, vous êtes comme ça, non, faut pas que je regarde, ça me fait des démangeaisons et tout, j'aime pas. J'aime pas voir du sang à la télé. Et ben, Murray, c'est ça. Murray, c'est cette impression-là. C'est-à-dire que c'est à la fois hypnotique, mais c'est gênant. C'est cringe, mais c'est fascinant. Et du coup, tu sais pas trop sur quel pied danser. Alors, il a fait des matchs fous, hein, mais... Et puis c'est un GOAT. Le match contre Haute à Wimbledon, l'US Open, la fin de saison, Andy Murray, Titan Man, évidemment, GOAT de la saison, l'un des 4. D'autres arguments pour Richard Gasquet. Donc, il a dit hein, dans l'équipe cette semaine, ce n'est pas loin d'être ma meilleure saison en carrière. Voilà. Je mets un petit blanc, je vous laisse digérer ça. C'est un peu, cette phrase, c'est un peu une dinde. C'est une dinde de 3 kilos, faut la digérer, faut prendre le temps. Richard a été délicieux en Coupe Davis. C'était quand aujourd'hui, hier, je ne sais plus, je suis perdu.
délicieux. Il a perdu sur Macaque. Un physique titanesque. Un physique qui s'améliore avec le temps. Désormais, je pense qu'il est c'est l'égal de Prime Nadal. Voilà, c'est un joueur qui a une autonomie phénoménale. C'est un joueur qui tient vraiment des heures et des heures. Ensuite, Hugo Gaston. Alors, Hugo Gaston, c'est la mascotte de la chaîne. Donc, on était obligé de le mettre. La mascotte de la chaîne depuis la vidéo du début de saison, où on l'avait un petit peu taquiné / encouragé, si vous regardez jusqu'à la fin, pas simplement le titre. Donc, Hugo Gaston est l'un des GOAT de la saison. Alors, le Bercy qui nous a sorti la banane flambée, bien sûr, Billy. Le Bercy incroyable, exceptionnel. Le match contre Alcaraz, dans toutes les mémoires. 5-0, 7-5. Merci, au revoir. Et puis, c'est un joueur qui vous laisse croire que si vous faites moins d'1m75, vous pouvez faire plein de choses dans la vie. Voilà. Donc, Hugo Gaston, que dire si ce n'est merci? Et tu es un des GOAT de la saison. Alors là, le vote va partir dans le chat et ça va être extrêmement difficile. Je sens qu'il va y avoir de la bagarre, mais c'est parti. A few moments later. Alors c'est très très dur. Hein. Je sais que c'est dur. C'est certainement l'une des plus grandes décisions que vous ayez eu à prendre, j'allais dire cette semaine. Non, je vais même aller plus loin. Sur toute cette année 2021. Et pourtant, vous en avez pris des décisions importantes dans votre vie privée, au travail. Mais là, franchement, on est sur un cap au-dessus. Et pour l'instant, les votes sont extrêmement serrés. Alors on a Andy Murray qui se détache d'une courte tête. Pour l'instant, on est à 42%. Ensuite, on a Hugo Gaston qui est à 26%. Richard Gasquet qui ne récolte aucun suffrage. Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous ivre? Voilà, c'est dur, c'est dur d'observer ça. Est-ce que c'est la chute définitive de Richard Gasquet dans le cœur des GOAT? Nori qui... Ah, vous n'êtes pas super chaud pour Nori. Nori qui a 15%. Nori et Gasquet au coude à coude. Alors, je vous le dirai juste à la fin, mais en fait, c'est un sondage inversé. C'est-à-dire que celui qui récolte le moins de votes gagne le vote. Je vous troll, bien sûr. Alors, pour l'instant, on est au coude à coude. Est-ce que c'est Andy Murray? Est-ce que c'est Hugo Gaston? On précise qu'on va créer un vrai trophée qui sera distribué, qui sera donné à la personne. Voilà, il faut réussir à le faire, mais... Si on est sérieux, c'est Nori qui l'emporte. Pour l'instant, Nori qui est en dernière place. Nori qui est complètement dans la sauce pour l'instant. Allez, il reste quelques instants. On est vraiment super serré. 39% pour Andy Murray. Hugo Gaston qui est au coude à coude. Qui va s'imposer? C'est absolument incroyable. Je suis totalement sous hypnose, le score. Bon voilà. Le vote qui va s'achever avec une victoire. C'est définitif, c'est dans le marbre. Andy Murray est le GOAT de la saison 2021. Il remporte un titre. Ça faisait quelques temps. Hugo Gaston qui est à deux doigts. Vraiment à deux doigts, littéralement. 33%. Et puis, en dernière position, c'est Cameron Norrie. Donc, victoire de Cameron Norrie, en fait, au final. Non, je vous troll. C'est Andy Murray qui remporte cette compétition. Si ces awards vous ont plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre également vos awards dans les commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!